Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. J'ai, à travers vos réactions, vu que vous étiez très divertis par l'annonce, ou plutôt par la nomenclature de ceux de nos auditeurs qui sont hors de France. Alors en voici encore quelques-uns. Il y en a sur les 38 870 hors de France, il y en a 2331 en Allemagne, 844 au Japon, 202 en Norvège, 71 en Inde, 23 en Éthiopie, 6 à Trinidad et Tobago et 1 au Monténégro. L'émission de la semaine prochaine sera enregistrée donc dimanche à l'école alsacienne, en public. Vous y êtes les bienvenus. Il vous suffit de vous inscrire en allant sur notre site et en cliquant sur le lien « Émission en public ». Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Ce qui fonctionne face à la pauvreté ». Il est ainsi chapeauté. Plus de 10 millions de personnes en France, outre-mer compris, vivent sous le seuil de pauvreté, dont un grand nombre de jeunes et de mères isolées. Une portion plus grande encore redoute de glisser dans ce piège de la précarité, à force de voir son pouvoir d'achat rogné de tous les côtés. Le tableau est sombre donc, mais ne doit pas pour autant pousser à la fatalité. Face à la pauvreté, des solutions existent, comme le montre ce numéro. Nous avons mis en ligne mercredi le deuxième de nos entretiens avec Nicolas Lormeau, acteur et même sociétaire de la Comédie Française. Il est aussi un pédagogue infatigable, tant auprès des élèves des collèges jugés difficiles qu'auprès des apprentis comédiens, qu'il s'emploie à convaincre de la nécessité de sortir des murs des théâtres et de faire œuvre de propagateur du goût de la langue, des mots et des œuvres qui permettent à chacun, s'il le veut, de sortir de la prison qu'il est pour lui-même. Merci à nos contributeurs. Nous entrons dans la dernière ligne droite, puisque ce n'est que jusqu'au 31 décembre que votre déclaration d'impôt pour 2022 pourra être allégée par la donation que vous allez faire au Nouvel Esprit Public. Elle sera allégée à hauteur de 66%. Enfin, 66% de votre contribution, pas de l'ensemble de vos dettes à l'égard de l'État. Je vous propose que nous commencions avec le premier de nos deux sujets, l'Iran et la rue contre les mollahs. Né de l'arrestation par la police des mœurs, puis de la mort en cellule de Mahsa Amini, une jeune femme kurde de 22 ans, accusée de porter une coiffure inappropriée, les manifestations s'amplifient continuellement depuis le 16 septembre. Le président Ebrahim Raïssi tient une ligne de confrontation avec une société iranienne de plus en plus en colère, tandis qu'un certain nombre de ressortissants occidentaux ont été arrêtés comme otages. La répression a fait au moins 326 morts, dont 43 enfants. D'après la justice iranienne, plus de 2000 personnes ont été inculpées pour leur participation au mouvement. Les ONG étrangères estiment que jusqu'à 15 000 Iraniens ont été arrêtés. Les slogans des manifestations vont du rôle de la police des mœurs aux restrictions sociales en vigueur, en passant par des revendications économiques et par le manque de représentativité politique. On constate une forme de convergence des doléances des contestataires. Contrairement aux manifestations antérieures en Iran, celle-ci ne comporte aucun slogan religieux. Personne ne demande de réforme du système islamique. La devise des manifestants « Femmes, vie, liberté » dénonce la dictature en place dans le pays et demande un changement de régime. Dans un sondage de juin 2020, conduit par l'Institut Gamma-Anet, cité en août 2020 par Iran International, une chaîne de télévision par satellite persanophone installée à Londres, dans ce sondage, 73% des personnes interrogées se disaient opposées à l'obligation du port du hijab et 26% seulement indiquaient croire en l'imam Mahdi, dont le retour à la fin des temps est pourtant un élément central du chiisme contemporain. Parmi les 61% de sondés issus d'une famille religieuse, 60% déclaraient de ne pas faire de prière, alors que l'Iran est l'un des pays les mieux dotés du monde en richesse naturelle.
Il faut rappeler que plus de la moitié de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Après avoir longtemps mis en avant le principe ni Est ni Ouest pour affirmer son indépendance, tant vis-à-vis de l'URSS que des États-Unis, l'Iran a clairement basculé du côté de la Russie. La coopération entre les deux pays s'est scellée en 2015 quand ils ont joint leurs efforts pour sauver de l'effondrement le régime de Bachar al-Assad en Syrie. La guerre d'Ukraine est en train de devenir un nouveau théâtre de collaboration entre les deux pays, en plus de fournir des centaines de drones à l'armée russe, selon le département de la défense américaine. Téhéran serait aussi prêt à livrer des missiles sol-sol après un accord conclu le 8 octobre avec Moscou, selon le Washington Post et l'agence Reuters. Pendant ce temps, l'Iran est en train d'atteindre le seuil nucléaire. Le 22 novembre, l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que l'Iran avait commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo. Cette nouvelle entorse à ses engagements, décidée après une résolution critique adoptée le 17 novembre à la IEA, intervient alors que les négociations initiées en avril 2021 à Vienne pour ranimer l'accord international de 2015 sur le programme nucléaire iranien sont au point mort. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Je voudrais d'abord commencer par noter ce que tout le monde note, mais c'est encore à faire, le courage des femmes d'abord, parce que sur les 350 morts à peu près qui ont été rappelés par Philippe Meyer, il y a 300 femmes et 50 hommes. Donc on est avec effectivement des femmes extrêmement exposées, et ce sont elles qui ont commencé cette contestation sur effectivement cette mort absolument révoltante de cette jeune femme que tu as présentée comme kurde, mais qui est d'abord iranienne. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est très très important et qui, à mon sens, distingue cette révolte ou peut-être révolution par rapport aux autres mouvements antérieurs, comme on les a connus en 2009, comme on les a connus en 2019 et d'autres auparavant. C'est que c'est un phénomène qui touche l'ensemble des populations iraniennes. Les Persans, si vous voulez, le Khorasan, c'est vrai que c'est le cœur, mais c'est pas une majorité extrêmement puissante, extrêmement forte en Iran. Vous avez des Kurdes, vous avez des Arabes, vous avez des Baloutches, vous avez des Azéris, vous avez des Turkmènes, qui sont effectivement essentiellement en périphérie, même si les Azéris, on dit toujours que la grande ville azérie, c'est Téhéran, parce que c'est là qu'ils sont très nombreux, mais que c'est l'ensemble de cette population qui se soutient. On voit des Baloutches soutenir des Azéris, on voit des Arabes soutenir des Turkmènes. C'est absolument un phénomène extrêmement important et qu'on n'avait pas du tout dans les mêmes manifestations. Les manifestations antérieures, elles étaient sur quoi ? Sur l'augmentation du prix de l'essence, avec du coup une population pauvres qui se révoltaient contre cette augmentation-là. On avait un milieu étudiant intellectuel contre la réélection d'Ahmadinejad, où la répression a été extrêmement forte. Et qui était d'ailleurs à l'initiative plus des jeunes étudiants dans lesquels les jeunes femmes avaient suivi. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement différent et qui traduit, pour moi, la détestation profonde, large dans la population d'un régime qui est désormais honni. Qu'est-ce qui soutient encore ce régime, à part ceux qui ont encore quelques avantages ? Bien évidemment, les gardiens de la Révolution, qui sont, j'allais dire, une armée au service du régime islamique. C'est rien à voir avec une armée nationale. C'est une armée de la Révolution. Les Pasdaran, qui se sont considérablement enrichis avec un degré de corruption, de mainmise sur les richesses de l'État, et les mollahs s'étant eux-mêmes extrêmement enrichis. Quand j'allais en Iran, on disait, vous savez pourquoi les mollahs ont des grandes poches ? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre dedans. Et ce qui vraiment me semble intéressant, c'est que c'est parti effectivement de la zone kurde de l'Iran, puisque cette malheureuse jeune femme était kurde, que c'est parti sur Téhéran. Et ce qui m'a surpris, c'est que Mashhad, qui est quand même la deuxième grande ville, la ville religieuse, la ville vraiment du pèlerinage, moi j'y suis allée et j'allais dire déguisée en albanaise, je suis rentrée au cœur véritablement du sanctuaire. C'est extrêmement impressionnant. Et même là, on a des mouvements
avec des femmes qui jettent leur voile et qui crient des slogans. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que Femmes, Vie, Liberté, c'est le slogan des combattantes kurdes contre l'État islamique. Et c'est ce slogan-là qu'elles ont reprise et qu'elles clament en Iran. Je pense que on reviendra sur les scénarios possibles. Michel Elchaninov. Oui, effectivement, j'aimerais dire deux choses pour compléter. D'abord, comme vous l'avez dit, Philippe Meyer, il n'y a plus d'appel à la réforme du régime. Et comme vous l'avez dit, Béatrice Gibelin, c'est un régime qui est détesté en soi. Donc là, il y a quelque chose qui marque une étape nouvelle dans la très longue série de manifestations depuis plusieurs dizaines d'années en Iran. C'est véritablement la fin du postulat théologico-politique du régime qui était posé, qui était la clé de voûte du système, posé en 1979 et qui s'appelle la Velayat Efahi. Alors la Velayat Efahi, c'est quoi ? C'est la guidance du juriste religieux qui, au départ dans la théologie chiite, était réservée à des cas bien particuliers. C'est la mise sous tutelle d'un mineur, d'une personne irresponsable, sous la direction d'un juriste religieux. Et l'ayatollah Khomeini, donc qui a créé ce système, a décidé de l'étendre à la société entière. En Iran, quand j'étais allé également, on me disait qu'il avait sorti un livre en 77-78 sur la question que personne n'avait lu, ou en tout cas que personne n'avait compris. Et cette Velayat Efahi, cette guidance du juriste religieux, s'est retrouvée inscrite dans la Constitution, et c'est effectivement le cœur théologique du régime qui, d'un côté, est théologique et de l'autre est très concrète et universelle en Iran, puisqu'elle touche l'obligation de toutes les femmes de se voiler. Alors en fait, ça fait très longtemps que ce dogme, pas très orthodoxe au fond dans le chiisme, a été remis en cause, même par les grands ayatollahs. Vous savez, en Iran, il y a un système où il y a des grands ayatollahs, des marjas, sources d'imitation, qui ont des financements, des fidèles et qui ont une influence très grande. Eh bien, à Rome, quand le grand ayatollah, le guide actuel, Khamenei, s'est rendu à Rome en 2010, dans cette autre ville sainte après Machhad et avec Machhad de Rome, eh bien, il y avait eu 8 grands ayatollahs, 8 maîtres religieux qui avaient refusé de le recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, cela fait des années que même au sein de l'appareil clérical chiite en Iran, eh bien, l'idée du théologico-religieux est battue en brèche. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, la maison-musée de l'ayatollah Khomeini à Qom a été incendiée. C'est-à-dire c'est le cœur, l'origine théologico-politique du pouvoir qui aujourd'hui est visée par la population. Alors, Khamenei, aujourd'hui le guide actuel, a 83 ans. Alors on sait que souvent les grands ayatollahs vivent très longtemps, ils ont des régimes spéciaux, des exercices soufis. Mais il y a en tout cas, il est évident que ce dogme-là est en train de mourir. Lionel Zinsou. Oui, alors, et on comprend vraiment ce rejet après 43 ans parce que c'est un gâchis, un gaspillage incroyable. Quiconque va en Iran est frappé par le fait que c'est une grande puissance. À tous égards, c'est une grande puissance par la dimension des ressources, mais par les ressources humaines surtout. Je veux dire, c'est impressionnant comme, malgré ce régime, qu'on s'intéresse au milieu académique, scientifique, économique, c'est évidemment une grande puissance. Et assez féminisé, parce que quand vous allez moi j'y suis allé moins pour des raisons théologiques ou géopolitiques que économiques et financières, vous avez pour interlocutrices des femmes à la tête des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui, dans le monde musulman, n'est pas si fréquent. Évidemment, elles peuvent conduire seules. Évidemment, elles ont en réalité une autonomie importante par rapport à beaucoup d'autres pays. On voit bien avec l'armement que la République islamique fournit maintenant à la Russie, cette espèce de renversement étonnant où les grandes puissances ont besoin de drones iraniens ou de missiles sol-sol iraniens, comme l'Ukraine a besoin de drones turcs. Les pays émergents, et évidemment, l'Iran est un pays qui ne demande qu'à émerger. C'est évident qu'il serait classé à la limite entre émergent et puissance déjà émergée si c'était un pays libre. Donc c'est un gaspillage absolument extraordinaire. Alors avec un pacte social qui est assez étrange parce que, à condition que le pouvoir politique vous laisse avoir certains degrés de liberté,
au fond, il était toléré, avec beaucoup de signes d'anomie quand même. Notamment la consommation d'héroïne à des niveaux extraordinaires qui indiquent quand même une société profondément déstabilisée. Mais enfin, c'était assez étrange. Vous étiez reçu chez les gens. Alors évidemment, la prohibition de l'alcool est complète. Enfin, on se défaisait tout de suite du djihad, et puis ensuite on allait au bar. Moi qui ne bois pas tellement d'alcool fort me posait un problème, parce que ça avait l'air d'être une solidarité avec le régime que de ne pas prendre de martini clandestin, si vous voulez. Non, mais enfin, il y avait des accommodements. Une chose que les gens soulignaient de temps en temps, c'est on arrive à avoir quelques espaces de démocratie, par exemple dans les élections les plus locales, qui sont plus difficiles, un petit peu plus difficiles à contrôler, etc. Bon, manifestement, le durcissement du régime, et puis l'effet des sanctions, et 43 ans de gouvernance économique folle. Les entreprises appartiennent beaucoup aux fondations pieuses. Et c'est pour cela qu'elles sont à la fois pas gérées d'une façon extrêmement efficace, et en même temps qu'elles nourrissent la corruption directe de l'élite au pouvoir, et des mollahs en particulier. La corruption est connue de tous comme abyssale. Donc c'est un système qui, au bout de 43 ans, a vraiment ruiné l'économie, et vraiment fait d'un pays qui aujourd'hui devrait se classer, si vous voulez, pas très loin des pays du Golfe, en termes de niveau de revenus par tête, et qui a régressé à un niveau incroyable, tout en ayant tout à fait encore ses capacités militaires et ses capacités d'influence et diplomatique. Et en Afrique, on le sent parfaitement, parce que avant que l'entreprise industrielle de fake news de la Russie prenne le pas dans les 4 dernières années, la voie a été ouverte par un travail d'influence anti-occidentale de l'Iran, et d'ailleurs de la Turquie. Turquie qui n'est pas si lointaine de l'Iran dans pas mal de coalitions, dans pas mal de situations, et notamment dans le bourbier syrien. Mais nous avons eu une bonne préparation dans les 10 dernières années, financée par l'Iran, et avec des relais très importants, notamment un bon usage de l'investissement dans le Hezbollah libanais, qui a été un fantastique relais de l'Iran vers l'Afrique. Donc, comme puissance, en termes d'influence, il ne faut pas du tout négliger l'Iran. La pauvreté et l'échec économique ne veut pas dire que ce n'est pas une grande puissance politique aujourd'hui encore. Richard Verly. Oui, je crois qu'on assiste, derrière tout ce qui vient d'être dit, qui dépeint, je crois, la situation de manière très précise, on assiste à une triple mutation dont on ne connaît pas encore l'issue. La première, c'est la mutation d'une société. On le voit très clairement, il ne suffit plus maintenant que les femmes soient à la tête des entreprises ou qu'elles bénéficient donc des droits qu'a rappelé Lionel, elles en veulent plus, et elles veulent tout simplement être respectées. Et ça, je crois que cette mutation sociale va être extrêmement difficile à endiguer, et ça va poser la question des deux autres mutations. Première, est-ce qu'on va passer d'un régime, disons, théologico-autoritaire à une sorte de junte militaire qui ne dit pas son nom? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, les gardiens de la révolution dont on a parlé à l'instant, qui sont la garde prétorienne du régime des ayatollahs, garde prétorienne très bien dotée en matériel et très bien dotés en argent, puisqu'ils ont directement une partie des revenus du pétrole qui leur reviennent à travers des fondations. Est-ce que ces gardiens de la révolution, à un moment donné, vont s'autonomiser finalement de l'autorité religieuse, vont prendre le pouvoir, et ce sera un régime militaire, dictatorial, qui aura une facette religieuse comme d'autres. Par exemple, je rappelle qu'un pays comme la Birmanie, vous avez des généraux au pouvoir qui sont extrêmement dévots, qui vont en permanence dans les pagodes, qui s'y font photographier, mais bien évidemment, les moines n'ont aucun type de pouvoir, c'est les généraux qui tiennent tout. Ça, c'est la deuxième mutation possible. Et puis la troisième mutation, c'est la mutation de la situation sur le terrain, c'est-à-dire va-t-on passer d'une situation de contestation sociale très forte qui se répand et qui se poursuit malgré le nombre de morts, malgré les arrestations, à une guerre civile.
Et là, je crois qu'il ne faut pas l'exclure. Moi, j'ai parlé récemment avec des Iraniens qui en parlent très sérieusement. Pourquoi guerre civile ? Pour 2 raisons. Parce que d'abord, vous avez la population qui est soulevée contre le régime, et on peut penser que si ce régime se militarisait encore plus, la contestation deviendrait elle-même plus violente. Mais il y a aussi le risque d'une confrontation entre les gardiens de la révolution d'une part et l'armée iranienne d'autre part. Parce que l'armée iranienne, qui défend essentiellement les frontières extérieures, elle a bien évidemment des moyens militaires. Pour l'instant, elle s'est tenue relativement à l'écart de cette répression, mais à un moment donné, elle risque de se trouver engagée de fait dans un cycle un peu infernal. Donc voilà, à mon avis, les questions qui se posent, sachant que si ce régime penchait, basculait du côté d'une dictature militaire, l'autre question qui se poserait évidemment serait celle du voisinage, parce qu'à partir du moment où vous avez au pouvoir en Iran non plus des religieux, mais des généraux, des gardiens de la révolution, eh bien on peut imaginer qu'un pays comme Israël, à ce moment-là, y verrait un signal pour une intervention ou une opération. Bref, ce serait au fond interprété comme un signal belliqueux à l'égard des voisins, et là on serait dans un engrenage qui dépasserait les frontières de l'Iran. Béatrice Gibelin. Oui, ce que vient d'évoquer Richard sur une possible guerre civile, c'est-à-dire entre armées nationale et entre pasdaran. L'attitude de l'armée est à regarder de très très près. Pour l'instant, elle ne bouge pas. Alors, est-ce qu'on va monter dans une répression de plus en plus forte ? Et si on monte dans une répression qui est déjà sérieuse, mais elle pourrait encore monter d'un cran. Qu'est-ce qui va se passer au niveau, j'allais dire, de la base de l'armée ? Pas au niveau des plus grands officiers, mais de la base. Quand il faudra tirer sur ce qui sera des sœurs, des cousines, des mères, est-ce qu'ils vont suivre ou est-ce qu'ils ne vont pas suivre ? Quand en 79 le Shah est tombé, c'est que l'armée a refusé de continuer à exercer la répression. C'est donc un enjeu qui est important. Et vous avez parfaitement raison, Richard, c'est qu'on a aussi une rivalité de pouvoir entre l'armée nationale et les pasdaran, bien évidemment, qui sont effectivement les chouchoutés, ceux qui ont bénéficié le plus du système. Donc là, on est sur quelque chose de tout à fait essentiel. La deuxième chose qui me semble très importante, c'est quand même la course au nucléaire, dont on n'a pas encore dit grand-chose, mais on voit très bien qu'on a cru cet été qu'on était presque arrivé à un accord, et en fait, dès qu'on est près de l'accord, les Iraniens changent la donne, réclament autre chose, et font capoter l'accord possible. Parce qu'en fait, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de cet accord qui est effectivement un levier pour peser. Et la question qui va se poser, on pense maintenant qu'ils sont dans la capacité de pouvoir enrichir et de basculer dans le militaire, et là, l'Israël ne laissera pas passer. Israël ne laissera pas passer. Pour l'instant, elle ne dit trop rien, parce qu'au fond, ça l'arrange assez bien qu'on contrôle la Syrie, c'est pas plus mal, et au fond, on va s'en tenir là et on ferme un peu les yeux. Mais si on passe au nucléaire du côté iranien, je vois difficilement, Israël sont déjà intervenus en Irak, ils sont déjà intervenus en Israël, on peut mettre les fameux vers dans les différents logiciels pour mettre tout ça en l'air, c'est extrêmement important. Dernière petite chose, quand Lionel dit c'est véritablement une grande puissance, je dirais plutôt que c'est quand même une puissance et qui n'hésite pas à intervenir à l'extérieur. Vous avez cité le Hezbollah, mais il faudrait citer le Yémen, sur lequel elles interviennent, bien évidemment. Le Liban avec le Hezbollah. Ils ont soutenu aussi le Hamas en Jordanie, mais ils ont aussi des accointances en Amérique du Sud. C'est effectivement... Mais tout ça coûte très cher. Et parce qu'il faut financer, et avec une population formée, plus de 60% des filles dans les universités, avec une population formée, la prise de conscience de toutes ces inégalités et des impasses dans lesquelles est conduit ce grand pays, ce grand peuple, dont j'ai envie de dire qui n'est pas religieux. Moi, ce qui me frappait quand j'étais en Iran, c'est comment des mosquées étaient fermées le vendredi. Dans les grandes villes, pas dans la campagne, mais dans les grandes villes. C'était quand même absolument étonnant. Voilà. Donc, c'est effectivement la grande puissance à venir de la région. Michel Elchaninov.
Effectivement, il y a un dicton en Iran qui dit avant la révolution islamique, on priait à la maison et on buvait dans la rue. Depuis la révolution islamique, c'est le contraire. On est obligé de prier dans la grande mosquée le vendredi et dire mort à Israël, mort aux États-Unis, et on est obligé de boire à la maison. Mais je pense que c'est un pays quand même encore religieux. Enfin, ça se discute, mais dans les grandes villes, effectivement, il y a un athéisme qui gagne, mais il y a quand même un fond de religiosité, d'attachement, en tout cas au chiisme chez les chiites. Rapidement, je pense qu'il y a 3 risques de dérapage outre l'instauration effectivement d'une dictature militaire par les passes d'Aran. C'est, vous l'avez dit Béatrice, le nucléaire, avec les risques de guerre préventive avec Israël, de débordement, et puis aussi le risque que l'Iran se sente conforté dans son statut de puissance nucléaire et puisse être encore moins timide dans ses entreprises de soutien à divers groupes dans le monde, vous l'avez dit. Deuxième risque, c'est l'ethnicisation du conflit, c'est-à-dire que la jeune Mahsa Amini était kurde, et vous avez dit très bien, Béatrice, qu'elle était au fond iranienne et que les Iraniens de toute ethnie, de toute religion se sont soulevés contre son assassinat. Mais aujourd'hui, l'Iran va bombarder le Kurdistan irakien, c'est-à-dire a peut-être une tentation pour transformer ce conflit pro-démocratique en conflit ethnique ou en guerre civile, de viser les Kurdes. Donc là, il y a quand même un risque de dérapage aussi vers une sorte de guerre civile voulue aussi peut-être par l'État iranien avec les Kurdes. Et puis enfin, le lien avec la Russie est quand même intéressant. Depuis plusieurs années, la Russie s'iranise, si j'ose dire, c'est-à-dire devient un régime où le théologique est plus important, où on pénalise le blasphème, où on s'apprête quand même, Vladimir Poutine s'apprête aussi à réprimer son propre peuple si jamais les Russes se manifestaient un peu trop contre la guerre qu'ils mènent en Ukraine. Donc il y a des convergences assez inquiétantes quand même entre ces deux pays, et puis peut-être un rêve géopolitique entre la Russie, la Chine et l'Iran d'un jour de constituer une sorte de puissance eurasienne. Bon, c'est un fantasme peut-être, mais en tout cas, il y a cette alliance qui, outre son intervention directe en Ukraine avec ses drones et peut-être ses missiles sol-sol qui vont arriver pour tuer des Ukrainiens, est quand même inquiétante. Lionel Zinsou. Oui, alors, moi je suis frappé par les déclarations américaines. Il y a le silence israélien, mais il y a la parole américaine, quand même extrêmement explicite. Nous sommes dans une période de négociation, d'ailleurs plutôt suspendue depuis le mois d'août. Dès qu'on aura épuisé les moyens diplomatiques, on passera à d'autres moyens. Et puis c'est absolument clair. Puis ça finit par être, même des opérations militaires, seraient légitimes. Donc on est devant la menace, à quelques mois en fait, d'une intervention qui ne serait pas seulement israélienne, mais qui serait forcément combinée. Donc ça va faire un foyer de conflit assez probable quand même, parce qu'il semble qu'on soit tout près de la capacité de réaliser des armes nucléaires. Ah, évidemment, ça va être, du point de vue du droit international, une agression contre l'Iran. Alors l'Iran viole toutes les formes de droit international, mais enfin on va être dans la violation de tous les côtés. Et franchement, ça va être extrêmement compliqué dans cette région. Moi, ce que j'entendais comme scénario en Iran, c'était on pourrait aussi avoir une évolution à la chinoise, c'est-à-dire rester un régime totalitaire, mais avec, au fond, des mécanismes de marché, au fond, des réformes à la Deng Xiaoping. Et ce qui ferait, du coup, de l'Iran une puissance économique vraiment significative. Longtemps, c'était un PIB un peu supérieur à celui de la Turquie, avec à peu près la même population, mais on peut évidemment aller bien au-delà. Et donc, un scénario, oui, on va continuer les compromis avec le régime sera là, et au fond, il continuera d'avoir ses privilèges de corruption, etc. Mais enfin, on va réformer à la Deng Xiaoping, tout en restant un régime totalitaire.
J'ai l'impression que ça s'est évanoui avec le nouveau président. C'était plutôt sous le président Rouhani qu'on avait ce genre de scénario. Et sinon, il me disait, ça va être un scénario soviétique, c'est-à-dire à force de mensonges, à force d'inefficacité, le régime va perdre toute adhésion et puis sera emporté à la façon soviétique de 1991. Gérard Verly. Oui, juste un mot sur le calendrier, parce qu'il y a une autre coïncidence, c'est que tous ces événements en Iran et cette révolte, cette forme de révolution qui s'y déroule, intervient à un moment donné où la Coupe du monde de football donne au Qatar et au monde sunnite un vernis de modernité. Soudainement. C'est-à-dire que le monde sunnite, qui à plein d'égards a été longtemps dépeint comme arriéré, l'Arabie Saoudite évidemment, avec son rigorisme, et les chiites et l'Iran étaient tenants au fond peut-être d'une forme de modernité qui pouvait aussi s'exporter et parler à un certain nombre de pays et de populations. Et bien là, vous avez une Coupe du monde de football au Qatar, on va pas revenir sur le détail de la Coupe du monde, mais qui donne d'un seul coup, qui projette dans le monde l'image d'une puissance qatari, relativement moderne, etc. Et ça, je dirais, c'est presque imparable pour les mollahs iraniens. Parce que ils tiennent en otage une population, alors que les autres, les sunnites, qu'ils passent leur temps, je dirais, à diaboliser, eh bien, prouvent qu'à un cas, qu'ils sont intégrés au monde moderne et qu'ils arrivent à s'intégrer dans ce monde capitaliste et libéral. Donc l'enjeu, il est aussi là très difficile à gérer pour les mollahs. D'autant plus qu'ils partagent la même ressource, c'est-à-dire Absolument. C'est le gaz Tout à fait. du Golfe, du Golfe arabe ou du Golfe persique, selon comment vous voulez l'appeler, et c'est la même ressource partagée 50-50 qui produit énormément de modernité et au total de richesse sur la rive gauche, et puis sur la rive droite, on a effectivement un appauvrissement extraordinaire à partir de la même richesse. Avant de passer à notre second sujet, je voudrais vous rappeler que depuis maintenant une quinzaine de jours, le compte-rendu analytique, autrement dit le compendium que Benoît Carré réalise pour le Nouvel Esprit Public chaque semaine, est désormais accessible sous la forme d'un abonnement gratuit. Il suffit de vous rendre sur notre site et vous verrez comment vous pouvez recevoir tous les mercredis ce compte-rendu analytique des deux sujets que nous avons traités le dimanche précédent. Le deuxième de nos sujets est celui de la francophonie et de la question de savoir ce qu'il en reste de cette francophonie. Le 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, s'est tenu le week-end dernier en Tunisie, à Djerba. Chaque année, le 20 mars est célébré comme la journée internationale de la francophonie et le sommet de la francophonie réunit ses membres tous les 2 ans. Après 2 reports, le premier du fait de la pandémie de Covid, le second en raison de la crise politique que le président tunisien Kais Saied avait provoquée en s'octroyant l'essentiel des pouvoirs exécutifs, la tenue à Djerba du sommet de la francophonie est une victoire diplomatique pour le chef de l'État tunisien. Ce sommet a célébré, donc avec 2 ans de retard, les 50 ans d'une organisation de 88 membres, dont la Tunisie fut l'un des pays fondateurs, sous son président Habib Bourguiba, aux côtés du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, du Nigérien Amani Diori et du Cambodgien Norodom Sihanouk. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde, avec 321 millions de locuteurs, appelés à devenir 750 millions en 2050 grâce à la croissance démographique en Afrique. 36% de francophones vivent en Europe, 54% en Afrique. Avec 21 membres à sa création en 1970, l'OIF compte aujourd'hui 54 pays membres de plein droit, 7 membres associés et 27 observateurs. À l'origine, la francophonie était tournée vers la culture et la diffusion de la langue française, mais depuis quelques années, elle se voit aussi comme un espace économique. Depuis le dernier sommet en 2018 à Erevan, en Arménie, le monde francophone n'a pas été épargné. Le Liban est en plein naufrage économique. Haïti a vu son président Jovenel Moïse assassiné en 2021. Le Tchad a perdu son chef de l'État, Idriss Déby, tué au combat la même année avant que son fils ne lui succède. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso sont désormais dirigés par des militaires arrivés au pouvoir après un coup d'État. Ils n'ont en conséquence pas été invités au sommet. Du fait du différend entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le président de la République démocratique du Congo, Félix
Tshisekedi a préféré rester dans son pays et son Premier ministre a refusé de poser sur la photo de famille à côté du président rwandais Paul Kagame. Autre sujet de préoccupation, l'Ukraine. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, de nationalité rwandaise, a été élue pour un deuxième mandat. Le prochain grand rendez-vous de la famille francophone en France aura lieu en 2024 dans la toute nouvelle Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, là où François Ier signait en 1539 la célèbre ordonnance qui imposait pour la première fois le français dans les actes officiels plutôt que le latin. Sur la question de la francophonie, notre camarade suisse, Richard Verly. Écoutez, à vous écouter, Philippe, il y aurait une forme de malédiction francophone aujourd'hui, puisque un certain nombre de dirigeants francophones, vous l'avez dit, ont perdu la vie ces dernières années, et pour quelques-uns d'entre eux, dans des circonstances de conflit, en l'occurrence le président tchadien, ou bien dans des circonstances de banditisme, c'était le cas en Haïti. Eh bien, moi, je crois que c'est un peu le cas. Je crois que vous avez raison. Il y a aujourd'hui une forme de malédiction francophone qui pèse sur cette organisation. Une organisation dont la Suisse est membre. Bien évidemment, la défense de la langue française reste quelque chose que les pays, je dirais, qui ont cette langue en partage, ça leur tient à cœur. Mais je crois qu'on a vu avec ce sommet qui a dû occuper réellement une demi-journée, en fait, à Djerba. C'était une demi-journée de réunion. On a vu trois choses. Enfin, on a vu, d'une part, que la pratique du français, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit, donc en quelque sorte le gardien du temple, étant président de la France, il a constaté que la francophonie était en recul. Mais surtout, il l'a dit. Et il l'a dit à Djerba. Donc le fait qu'il le dise, lui qui par ailleurs adore les pays anglophones, je signale qu'il revenait d'une semaine en Asie où il a passé son temps à parler en anglais avec à peu près tout le monde. Donc Emmanuel Macron l'atteste, le dit, la francophonie est en recul. 2, la francophonie devrait être normalement une vitrine, comme tout club. On a envie de se sentir dans un club où on est fier, je dirais, des coupes qu'on a gagnées, on est fier des résultats de ce club. Quels sont aujourd'hui les résultats de la francophonie, à moins que Lionel nous dise qu'elle a réussi des prouesses économiques qui m'auraient échappé, mais je trouve que le bilan de ce point de vue-là est quand même très fade pour un club qui représente le nombre de pays que vous avez évoqués. Et puis il y a une dernière chose, c'est le patrimoine commun, le sentiment d'un destin commun à travers la langue française. Là, j'ai l'impression que tout ça est en train de s'évaporer. D'ailleurs, le président tunisien lui-même, au quotidien, n'utilise pas la langue française. Donc tout ça, en fait, et enfin, couronné par une secrétaire générale rwandaise, Louise Mushikiwabo, qui est sans doute une personne compétente, mais qui est totalement absente de la scène publique. Or, quand vous représentez une communauté linguistique, si vous ne parlez pas cette langue en public, si vous ne l'incarnez pas, votre organisation est quasiment en train de mourir. Elle a un siège tout à fait agréable dans un beau quartier de Paris. Je pense que si l'Organisation internationale de la francophonie disparaissait, aujourd'hui, pas grand monde ne la pleurerait. Après la Suisse, le Bénin, Lionel Zinsou. Bon, alors la malédiction francophone, telle que vue par de moroses helvètes, c'est pas du tout mon impression de Djerba. D'abord, oui, il y a des chefs d'État qui sont arrivés le matin de Bangkok, comme le président français, et qui sont partis à 15h. Cela, ça a duré une demi-journée de la présence. Bon, il était allé à Sharm el-Sheikh, il était allé... il y avait beaucoup de présidents épuisés. Ça, c'est pas complètement faux. Cela étant, le président de la Confédération helvétique est bien resté 48 heures, et il était d'ailleurs à la séance de clôture 24 heures. Je ne sais pas si c'est un si bon signe. Rapporteur d'une des commissions les plus importantes. Et donc, j'ai découvert votre ami Ignacio, président de la Confédération helvétique. C'est au moins un des lieux où on arrive à connaître les grands responsables suisses. Donc moi, je serais suisse, je serais respectueux de l'EUF qui vous donne une scène, un tremplin. Bon. Et puis, il y a eu quelque chose de très étrange et intéressant. Il y a eu également le deuxième jour, sachant qu'ensuite, il y avait 2 jours avec les patronats et de volets économiques. Donc ça finit par durer 4 jours plutôt qu'une demi-journée. Bon. Et donc, au deuxième jour, Justin Trudeau a rencontré pour la première fois le Premier ministre du Québec. Alors évidemment, leurs rencontres ne sont pas si amicales, parce que l'un est d'extrême droite et pas l'autre, et donc ils ont beaucoup de mal à dialoguer. Enfin, les grands titres de la presse canadienne, c'est heureusement qu'il y a Djerba, parce qu'il a été élu le 3 octobre, c'est la première fois qu'il rencontrait Justin Trudeau.
Et ça a été presque... Enfin, on les voyait, j'étais donc à Djerba, on les voyait essayer de traverser la même salle en ne se regardant pas, en ne se voyant pas. Enfin, au total, ils ont quand même fait une photo devant le drapeau québécois et le drapeau canadien. Parce qu'il y a quand même des sujets intéressants de la francophonie. Il faut défendre au Québec un Français qui régresse au Québec. Parce qu'en suggérant que Emmanuel Macron dit le français recule, c'est pas simplement une préoccupation de la France. C'est parce que franchement, c'est pas le problème de la France, c'est plutôt le problème de la Suisse, où il n'y a pas, pour la Suisse romande, une espèce d'hégémonie économique évidente. C'est le problème de la Belgique, où il n'est pas clair que la Wallonie-Bruxelles... Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir pour voisin le président de la Wallonie-Bruxelles, et je lui demande comment va la Wallonie-Bruxelles. Il me répond, il faut pas le dire, hein, mais elle est en faillite, en fait, la Wallonie. On a des problèmes catastrophiques. Et évidemment, ce n'est pas la partie la plus dynamique du royaume de Belgique, même si le Premier ministre belge était très actif et vraiment merveilleusement francophone, tout néerlandophone qu'il est, mais c'était un plaisir. Mais enfin, il y a beaucoup de sujets de défense de la langue française dans des pays comme le Canada, la Suisse, la Belgique, et évidemment dans certains pays africains, et notamment au Maghreb, parce qu'il y a une autre grande langue internationale et qui a eu un certain primat, qui est l'arabe. Et même s'il y a une très grande déception de l'arabisation de l'enseignement dans les 3 pays du Maghreb, ce n'est pas le français qui revient en force, il est revenu partiellement en faveur, mais c'est évidemment l'anglais. Et une chose qui me frappe dans un pays francophone comme le mien au Bénin, c'est que alors qu'on n'a pas un enseignement des langues vivantes extrêmement vivant, on a des jeunes gens qui parlent tous anglais et qui s'auto-forment sur Internet, en fait. Et ça, c'est très impressionnant. Et donc, effectivement, là où on a des faiblesses, mais c'est pas mal qu'on ait une organisation où on peut réfléchir à ça, quand tous les GAFA sont, au fond, évidemment anglophones, et que tout le monde sur les réseaux sociaux, au fond, participe de cette culture commune, on apprend l'anglais par osmose inverse sur Internet. Mais pourquoi les Suisses, pourquoi les Français, pourquoi les Canadiens n'ont pas les mêmes instruments? C'est quand même préoccupant. Et vous avez un peu la même chose dans le domaine de la recherche et des domaines scientifiques. Il n'est plus tout à fait incontournable, enfin il est même absolument obligatoire de publier en anglais si on veut être reconnu. Vous n'aurez pas le prix Nobel si vous avez des citations dans des revues économiques francophones. C'est impossible. Mais il y a là aussi un combat à conduire pour le prestige, le développement, les moyens financiers et humains de la recherche dans nos pays. Donc vous avez des éléments de sous-jacents qui sont très importants. Et enfin, dernier point, Philippe, ça s'appelle l'organisation de la francophonie, pas de la francophilie. C'est-à-dire qu'on est quand même, nous, quand on est béninois et qu'on va à Djerba, c'est parce qu'on est content de voir les Haïtiens, qui nous paraissent vraiment des cousins germains, mais de voir des Belges ou de voir des Roumains, etc. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pays tiers, et c'est pas une organisation. Donc, le fait qu'il y ait une espèce de sentiment anti-français qui plane dans les articles de la presse française, l'OIF est un élément de cette espèce de déclin de l'influence française. On s'en fiche complètement. Hein. Les pays francophones sont nombreux. Il y en a au moins une 50aine de vrais. Il y en a 30. J'étais assis à côté d'un laiton qui m'a dit, bon, je suis venu au sommet de la francophonie, mais je pense que je suis à peu près le seul à parler français en Lettonie. Mais bon, donc c'est une francophonie faite d'amis qui parlent pas forcément le français, mais il y a aussi vraiment des pays qui ont vraiment besoin de travailler ensemble, notamment sur le plan culturel ou éducatif. Il y a énormément de choses à faire. Et ceux-là, si vous voulez, ils sont parfois francophiles, mais pas tous. Après la Suisse et le Bénin, franco-russe peut-être Français, purement français, d'origine russe. Je voudrais ajouter un élément de fragilisation du français dans le monde et ce recul du français. Une question qui pourrait paraître ancienne, un peu ressassée, mais qui ressurgit à nouveau depuis quelques années. C'est la question de savoir, notamment vis-à-vis de l'Afrique, si la francophonie est un résidu ou même un alibi du colonialisme. Alors, c'est une vieille question, mais il me semble qu'elle ressurgit d'abord parce que il y a des études nouvelles qui sont menées
aux États-Unis, mais aussi de plus en plus dans énormément de pays dans le monde, les études postcoloniales, les études décoloniales, la théorie critique de la race, qui interrogent les manifestations du racisme, de la pensée coloniale, du paternalisme, dans des phénomènes qui nous paraissent anodins. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est présent, notamment chez les jeunes chercheurs et chez les étudiants. Et puis il y a quelque chose de moins théorique, qui est quand même le rejet de la France dans certains pays d'Afrique qui lui préféreraient notamment la Russie. Alors, sur cette question, il y a quand même trois mauvais signaux, je pense, pour la francophonie sur cette question-là. D'abord, l'origine du mot francophonie, elle est du frère d'Élisée Reclus, Onésime Reclus, c'est lui qui a inventé le terme. Je l'ai appris, j'ai un peu regardé ses livres. C'était un zouave en Algérie, c'était un auteur de guide touristique pour Hachette. C'est un grand réactionnaire. Et oui, alors il était... À la différence de son frère. Oui, il était contre la théorie de la race, mais il considérait que la langue pourrait être justement le facteur qui assurerait la domination française en Afrique. Et il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique. Et pour lui, contrairement à son frère anarchiste, eh bien Onésime considérait que la langue pouvait être un facteur qui allait unifier les colonies françaises. Donc c'est un terme quand même qui est très marqué par son origine coloniale, ouvertement coloniale. Bon, deuxième souci, le prochain sommet, vous l'avez dit, se tiendra à Villers-Cotterêts, un grand moment de l'histoire de la langue française en France, puisque avec cette ordonnance signée par François Ier, les actes de justice et les actes administratifs sont établis en français. Donc on peut se demander pourquoi il faut absolument que cette francophonie, qui d'après Emmanuel Macron lui-même est quelque chose où la langue échappe à la France. Emmanuel Macron parle toujours d'un français post-hexagonal, d'un français qui va exister partout dans le monde, qui ne sera pas toujours ramené à la France. Pourquoi est-ce que ce sommet se tient précisément à Villers-Cotterêts, où Emmanuel Macron a décidé de construire un centre international de la langue française? Et puis enfin, dernier mauvais signal, depuis quelques mois, il y a des articles qui en rendent compte, il y a des personnes d'origine, par exemple, des Marocains qui sont parfaitement francophones, qui sont très francophiles, qui ont des difficultés pour venir en France parce qu'il leur manque un certificat d'hébergement, alors qu'ils viennent depuis des années pour visiter Montpellier, où ils ont fait leurs études, voir leurs petits-enfants. C'est-à-dire des personnes qui sont très liées avec la France. Et donc là, il y a peut-être une contradiction entre l'affirmation d'une grande ouverture sur la francophonie et une politique de l'immigration de plus en plus restrictive. Béatrice Gibelin. Moi, j'aurais tout à fait une autre approche de la francophonie. Bien sûr, la francophonie, Onésime Reclus, donc c'est marqué à la colonisation. Il est évident que si on parle français dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, c'est bien parce qu'ils ont été colonisés par la France. On va pas se raconter autre chose. D'une part. Mais pourquoi ils ont aussi gardé le français comme langue officielle pour certains d'entre eux? Parce que quand on est face à une diversité de langues importante. Alors, dans certains États, on voit le Wolof ou le Sérère, je pense au Sénégal, qui vont s'imposer. Mais si on reprend la Côte d'Ivoire, ça devient un peu plus compliqué d'essayer de choisir une langue qui va s'imposer. Donc, d'une certaine façon, le français a été la langue qui a permis aussi, peut-être, de commencer à faire nation dans un certain nombre d'États africains. Bien, donc, ça me semble que dans certaines représentations aujourd'hui, l'Algérie ne fait pas partie de la francophonie. Alors que c'est un pays où une grande partie de la population parle français, où on regarde les télévisions françaises, où on a des journaux qui sont des journaux français, bien, où la masse des étudiants au niveau du master vient en France ou au Québec, où l'émigration est ou au Québec ou en France, parce qu'il y a une maîtrise de la langue. Donc il y a effectivement cette raison politique pour laquelle on ne veut pas rentrer dans la francophonie, puisqu'on serait de nouveau, à ce moment-là, sous une dépendance d'un pays qu'on rejette. Bien. Mais avec une question de fond, et je pense à ça pour le Maghreb, c'est que la diaspora, elle est très majoritairement en France, et que la descendance de cette diaspora est française, et que cette dépendance ne retournera pas s'installer au Maghreb, et que les liens continueront d'être importants entre le pays d'origine, par la proximité même géographique, si vous voulez. Donc, jouer ce discours sur le déclin, mais moi je l'ai
tout le temps entendu. On a fait un numéro d'Hérodote il y a très très longtemps sur une géopolitique de la langue française et je me souviens déjà de ce même type de discours. Alors, que démographiquement, il y ait plus en plus de gens à parler le français. Ça ne veut pas dire qu'ils parlent le français comme vous et moi. On sait très bien que les langues, elles sont vivantes et que ces langues ont leur propre logique, y compris leur propre grammaire. Bon, on parlera du créole, si vous voulez. En Côte d'Ivoire, on parle du nouchi, c'est-à-dire qu'il y a un français ou des français qui se parlent au sein de cet immense ensemble. Et moi, je pense qu'il faut penser la langue comme étant une langue partenaire, mais plus une langue dans un système de domination, et qu'on peut avoir un plurilingue et non pas une seule langue, et que le français peut avoir sa place là-dedans. En revanche, ce qui me semble très important, c'est quels moyens donnons-nous à la recherche, à l'accueil, à l'éducation, à cette formation. La bataille de l'anglais, elle est gagnée. Et on le sait. Les Chinois ne s'expriment pas en chinois, ailleurs, ils s'expriment en anglais. Hein. Beaucoup d'Arabes, ils ne s'expriment pas en arabe, ils s'expriment en anglais. Bon, c'est comme ça, c'est un état de fait. Est-ce que pour autant, il faut taper à bras raccourcis sur la francophonie en disant c'est un vieux machin complètement périmé, si ça disparaît, tout le monde s'en moquera, etc. Moi, je n'en suis pas si sûr que ça. Richard Verly. D'abord, moi, j'ai une joie fantastique. C'est que dans cette émission, nous avons découvert le parfait candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'appelle Lionel Zinsou. Chers auditeurs, mettez en commun vos efforts et portons Lionel à la tête de cette organisation qui en a grandement besoin. Béatrice a parfaitement raison, mais Béatrice, vous avez passé la quasi-totalité de votre exposé à parler de la francophonie, de l'importance de la langue et de l'acculturation de toutes ces populations à la langue française. Vous n'avez pas parlé de l'organisation. Or, le sommet de Djerba était précisément le lieu de cette organisation. Je persiste à penser qu'il y a aujourd'hui un problème. Il y a un problème de casting. Il y a un problème de moyens. Ce sera la grande difficulté du candidat Zinsou, c'est-à-dire de financer ses priorités et son programme pour l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, je le maintiens. L'espace francophone est un espace qui vit. C'est un espace, Béatrice a absolument raison, qui est plein d'énergie à tout point de vue. Et le pire serait d'abandonner, au fond, le combat pour la langue française, mais le combat pour l'Organisation internationale de la francophonie, non merci. Lionel Zinsou pour annoncer sa candidature. C'est amusant parce que il y a quelques années, il était partout dans les journaux indiqué que j'allais être candidat. C'est une surprise totale comme aujourd'hui. Bon, j'ai passé l'âge. Mais aujourd'hui, c'est la vraie date, c'est le vrai lancement. Non, mais ce que je trouve important pour l'opinion française, c'est comme de temps en temps de décaler un peu le regard, de ne pas être en permanence franco-centré. Vu du reste du monde, ce qui est intéressant, c'est la vivacité de la culture en français, mais à travers la littérature aussi bien haïtienne ou comme Daniel Laferrière, canado-haïtienne, ou argentine, si vous voulez. Et c'est les entrées d'auteurs étrangers à l'Académie française pour faire évoluer les normes de la langue. Ce qui est un émerveillement quand vous avez une réunion de l'OIF, c'est de parler avec les Haïtiens, parce qu'ils parlent la langue de 1804. Et que quand vous lisez la presse haïtienne, elle est écrite comme les gazettes de 1804. Et c'est une pureté de langue formidable. Et puis quand vous parlez avec le Premier ministre du Québec, avec son accent typiquement de la Normandie profonde de 1740, du Poitou. Si vous voulez, c'est extraordinaire comme il se crée, et sans aucune hostilité aux autres langues, parce que la cohabitation avec le créole, elle est partout dans les instituts français, et il n'y a jamais eu une façon défensive, dans l'hégémonie de la langue, il y a toujours eu cette espèce d'accueil à la possibilité de faire des choses dans des langues vernaculaires ou dans d'autres grandes langues. Et toutes les alliances françaises, dans les pays qui ne sont pas principalement francophones, comme le Nigeria, elles sont pleines. Et d'ailleurs, le plus grand pays francophone, ça va pas être la République du Congo, démocratique du Congo, avec ses 100 millions d'habitants. Ça va être très vite, avec ses 300 millions d'habitants dans 10 ans, le Nigeria, dont c'est la seconde langue. Et donc, si vous voulez, il y a une vraie
effervescence créative, mais est-ce qu'on a fait suffisamment d'efforts pour faire des séries télévisées, pour faire des formations d'excellence en y faisant venir des chercheurs et des étudiants dans un sens de l'accueil qui, pour l'instant, n'a pas beaucoup progressé, ni en Suisse, ni en Belgique, ni en France. Est-ce que nous avons ces espèces d'infrastructures économiques et culturelles de puissance qu'on pourrait faire ensemble pour pouvoir gagner du terrain par rapport à d'autres langues qui gagnent sur le terrain scientifique, qui gagnent sur le terrain économique? Michel C'est un reflet de notre légère faiblesse. Voilà, écoutez, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois qu'on s'est bien ambiancé. Maintenant, on s'enjaille. Et outre la littérature, l'académie, il y a en fait un vecteur qui passe très très bien partout, c'est la musique. Et là, le mélange se fait, il est assez extraordinaire. Les dictionnaires sont parfois un petit peu en retard, un tout petit peu, mais c'est normal. Mais le mélange se fait et cette langue, elle vit et elle se transforme tout le temps. Je vous remercie, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'introduirai en recommandant un roman qui n'est pas d'aujourd'hui, mais peu importe, l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on peut se faire livrer facilement et retrouver facilement des textes parus il y a 1 an ou 2. En l'occurrence, c'est un roman d'Abel Quentin qui s'appelle Le Voyant d'Étampes. Alors, si vous battez les buissons aujourd'hui, il en sort des sycophantes. Si vous secouez les réseaux sociaux, vous en voyez sortir des gens qui sont à l'affût de dénonciations de tout, dénonciations de gens, dénonciations de comportements, dénonciations... Et qui en même temps sont tous d'un conformisme absolument terrible, et même ce sont les vigiles du conformisme, ce sont les gens qui dénoncent les conformistes pas assez conformistes. Eh bien, Abel Quentin a réussi à écrire un roman qui traite de ce sujet en s'en moquant et en vous faisant rire, et même en vous faisant, en le lisant, avoir de sains, d'agréables, de vigoureux éclats de rire. Donc je le recommande. Richard Verly. Alors, il n'y a pas beaucoup de raisons de rire dans le roman dont je vais parler. C'est celui que Pascal Robert-Dillard, la chronique judiciaire du Monde, a écrit et qui s'intitule La Petite Menteuse aux éditions de l'Iconoclaste. C'est le roman d'un fait divers qui est... Bien évidemment, c'est une fiction. Le roman d'un mensonge. Le roman d'un mensonge qui conduit un homme en prison pour viol alors qu'il est innocent. Et surtout, le moment d'une prise de conscience d'une adulte qui, hier adolescente, avait accusé à tort et qui, devenue adulte, veut réparer sa faute. Mais la justice est-elle capable de l'entendre? Point d'interrogation. Je trouve que c'est un roman très beau parce qu'il dit le doute. Il tourne autour de cette question du doute. Et ce qui est très frappant, c'est que j'en ai parlé dans un article et que je me suis pris une volée de bois vert pour simplement avoir redit certaines scènes du roman, puisque la jeune fille est une jeune fille qui, pendant son adolescence, a été conquise par un certain nombre de garçons. Elle avait un physique plus avantageux que la moyenne. Bref, dans cette société très hyper sexualisée, elle s'est trouvée otage de cette société, ce qui l'a conduit finalement à accuser un innocent. Eh bien, je me suis pris une volée de bois vert comme quoi on ne devrait pas parler de ce genre de choses parce que ça remet en cause, au fond, la parole de la femme. Je crois que c'est pas du tout la volonté de Pascal Robert-Dillard. Au contraire, c'est le doute qu'elle veut remettre en scène et je crois qu'il est important dans notre société de le répéter. Béatrice Giblet. Maman, on va rester sur l'Iran avec le film qui vient de sortir de Panahi, qui est Aucun ours, et que je vous encourage vraiment à aller voir. Panahi est évidemment, en ce moment, je dis évidemment, il est en prison depuis le mois de juillet, dans cette fameuse prison de Téhéran, Evin, qui a été incendiée il y a quelque temps. Heureusement, il n'a pas été touché. Et il est, en fait, il réussit à tourner dans des conditions absolument invraisemblables. Et là, il est dans un village à la frontière turque. Il ne veut pas passer de l'autre côté de la frontière. Et il dirige son film de l'Iran, film qui est tourné de l'autre côté de la frontière en Turquie, avec une imbrication d'histoires, à la fois l'histoire de la fiction du film, avec un couple qui essaye de fuir, de s'exiler, et ces acteurs ayant eux-mêmes le vrai projet de partir, et il est dans ce village absolument misérable, très marqué par les traditions qu'on entretient, où là aussi, un jeune couple espère pouvoir vivre et donc est obligé de s'exiler. Et c'est fait avec une finesse, une humanité, une intelligence qui me fait dire qu'effectivement, l'Iran et les Iraniens sont un grand peuple.
Lionel Zinsou. Pour ne pas nous éloigner de la francophonie, je recommande le livre collectif des historiens « Histoire globale de la colonisation française », Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel et Monsieur Dominique qui ont écrit, mais avec encore d'autres contributeurs, les meilleurs chercheurs, mais ça va à la fois du XVIIIe siècle, histoire de la colonisation, à l'utilisation aujourd'hui des thèmes coloniaux, néocoloniaux. La dénonciation du néocolonialisme dans l'OIF aurait dû être traitée, mais enfin, il y a des éléments pour comprendre ça. Et aussi sur les moyens immatériels d'influence à toutes les époques pour créer un lobby colonial, une pensée majoritaire coloniale, le rôle de l'image, le rôle de la presse, le rôle de la langue, le rôle de l'enseignement, mais beaucoup des représentations, le rôle des expositions coloniales, le rôle de la monstration des indigènes au jardin d'acclimatation, énormément de choses autour de l'image qui ont l'air vraiment extrêmement contemporaines, sauf qu'elles sont du 19e siècle, et montrent quand même une puissance considérable en réalité de l'emprise coloniale qui ne pouvait pas avoir disparu 100 ans plus tard, évidemment. Michel Elchaninov. Un livre pour encore mieux comprendre le conflit ukrainien, l'invasion russe en Ukraine, qui vient de sortir, une histoire de l'Ukraine aux portes de l'Europe dans la bibliothèque des histoires chez Gallimard, par Sergueï Plokhy, qui dirige la chaire d'histoire d'Ukraine à Harvard. Et alors, l'Ukraine, c'est une histoire très très complexe, avec des frontières mouvantes, une indépendance et une grande puissance au Moyen-Âge, la traversée de plusieurs empires, notamment l'Empire russe. C'est aussi une histoire, on le sait, très disputée et discutée, puisque l'historiographie russe a fait de l'Ukraine une petite Russie, à la fois point source de l'histoire russe et en même temps zone folklorique un peu méprisée. Donc, les Ukrainiens, bien sûr, au XIXe siècle, ont tenté de se réapproprier leur histoire, mais c'est quelque chose de très complexe. Eh bien, avec ce livre, on comprend tout. C'est simple, c'est fluide, on remonte à l'Antiquité, c'est raconté de manière très drôle, de manière bien sûr très précise, très rigoureuse, mais aussi avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de fluidité, et donc c'est une manière de comprendre ce conflit actuel à travers un grand livre d'histoire. Donc pour compléter la lecture du livre d'Anna Colin-Lebedev, Jamais frères, et des romans d'Andrei Kourkov, eh bien lisez absolument Aux portes de l'Europe, Histoire de l'Ukraine par Sergueï Plokhy. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée. Merci à toutes celles et à tous ceux qui contribueront à notre financement dans les jours et les semaines qui viennent. Merci à Benoît Carré qui veille et qui rédige notre compendium, dont je vous rappelle que vous pouvez le recevoir en vous y abonnant chaque mercredi. Merci à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, à Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, à Adrien Beccaria et à l'équipe de l'arrière-boutique qui a enregistré cette émission, à Julien Neuville qui l'a produit. Rendez-vous mercredi pour le prochain épisode de notre conversation avec Nicolas Lormeau sur son activité de comédien pédagogue, et rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Esprit public.